Alors, comment se sentir dans la joie alors qu'on est face à des challenges quotidiens? Si tu n'as pas encore téléchargé l'e-book Comment générer 728 euros de cash flow grâce à l'immobilier seulement 6 mois, je t'invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour le télécharger gratuitement. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'interviewer Anne Valérie. Anne Valérie, est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Oui, merci beaucoup Ting pour cette invitation. Je suis ravie de passer ce temps ensemble. Je suis Anne-Valérie Raucourt et j'accompagne les femmes entrepreneurs. J'ai écrit un livre qui a été publié il y a 4 ans maintenant qui s'appelle Osons la joie au travail parce que je crois fondamentalement j'allais dire la vertu, mais plus la puissance de la joie dans le monde du travail. Et c'est pour ça que j'ai choisi, moi, d'être entrepreneur, en fait. J'ai choisi d'être entrepreneur parce que j'avais perdu la joie. J'étais salariée pendant 16 ans, c'est pas rien. J'avais perdu la joie, j'ai voulu la retrouver, donc j'ai entrepris ce chemin d'entrepreneuriat. Et je me suis beaucoup formée, notamment à la psychologie positive, qui est vraiment cette approche qui n'est pas la pensée positive où tout est bien, tout va bien. Alors, merci de cette présentation. Quand on investit dans l'immobilier, en fait, souvent on est face à des difficultés, des challenges. On va voir un banquier qui va nous prêter. On va voir un agent immobilier qui nous dit qu'il n'a pas de bien immobilier correspondant au budget. Et quand on suit en chantier, il n'y a rien qui se passe comme prévu. Alors, toi, Anne-Valérie, tu as ouvert plusieurs entreprises dans le passé, il me semble 4, et tu les as fermées par la suite. Comment tu as vécu? Est-ce que c'est plutôt des échecs que tu as vécu? Est-ce que c'est plutôt des expériences? Voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Merci Ting pour cette invitation à repartir dans mon voyage d'entrepreneur. Ouais, ça fait 12 ans en fait que je suis entrepreneur. Et comme tu l'as mentionné, j'ai créé 4 entreprises. J'en suis à la 4e maintenant. Et comment j'ai vécu ces expériences que on peut choisir d'étiqueter comme des échecs ou des expériences apprenantes. En fait, c'est intéressant de voir qu'on peut toujours choisir la manière dont on met une étiquette qui est un mot, un nom, avec toutes les connotations qui est derrière sur les choses qu'on vit. Honnêtement, j'ai vécu ça comme un fatras d'émotions imbriquées, opposées, contradictoires, avec de l'angoisse et de la tristesse et du soulagement et de la déception et de la frustration et de l'ouverture. Voilà. Et il y a eu vraiment des moments difficiles parce que, notamment quand j'ai fermé ma première entreprise où j'avais beaucoup investi, j'avais investi beaucoup d'argent, j'avais emprunté à la banque, j'avais toute une équipe, j'avais des salariés. Au bout de 2 ans et demi de cette aventure, j'ai décidé de fermer la boîte. Ça a été dur, ça a été vraiment douloureux. Et j'ai envie de le dire en fait, parce que comme tu l'évoquais, Ting, sur nos parcours d'entrepreneurs, on a toutes des choses qui ne se passent pas comme on voudrait. Et on est toutes en fait confrontées à des émotions difficiles. Et je crois que en fait, ultimement, être entrepreneur, ce que ça requiert de nous, c'est d'apprendre à traverser ces émotions difficiles. Et si je reviens sur mes expériences entrepreneuriales, ce qui était à la fois génial et difficile, c'est qu'à chaque fois, j'ai choisi d'arrêter ces entreprises. J'ai choisi de les fermer ou de quitter l'aventure. Ça a été à chaque fois des histoires différentes. Et la première, j'ai choisi de l'arrêter parce que un jour, je suis arrivée dans mes bureaux. J'avais des magnifiques bureaux à Paris dans le 11e arrondissement et je me suis écroulée. Littéralement, je me suis écroulée. Mon corps s'est écroulé, était totalement paralysé. J'ai appelé les pompiers, j'étais à l'hôpital, j'en pouvais plus. C'était pas un burn-out, c'était vraiment une espèce d'écroulement de toute cette construction que j'avais faite. Et donc, suite à ça, j'ai pris la décision d'arrêter, de tourner cette page. Et en fait, prendre la décision, c'est à la fois un acte de courage et on ne peut pas en même temps jouer la victime. Et par moments, on préférerait jouer la victime parce qu'on peut être plainte, on peut être prise en charge, etc.
Et c'est ce qu'on est amené à faire en tant qu'entrepreneur, en fait, à prendre des décisions, à déployer notre courage, à avoir de l'audace et à assumer que toutes nos décisions partant du postulat, et c'est ce que je transmets beaucoup à mes clientes, que une décision, par essence, quand vous la prenez, c'est la meilleure décision. C'est la meilleure décision qu'on prend dans l'état de la connaissance des choses qu'on est en mesure d'avoir dans l'instant. Et tu as dit un mot, Ting, qui est l'échec. Et en fait, pour moi, ces expériences d'arrêter des aventures entrepreneuriales où j'ai tellement investi d'énergie, de temps, d'espérance, d'argent, etc., ça a été vraiment le plus grand apprentissage d'apprivoiser l'échec. Et on déteste l'échec. On n'aime pas l'échec. Comme tes clientes, Ting, qui ne réussissent pas à avoir le crédit auprès de la banque ou qui ne trouvent pas le bon bien à acheter, etc., c'est autant d'échecs. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, notre parcours, il est fait d'échecs pour aller vers les succès et les victoires. C'est nécessaire. Et chaque échec, en fait, renforce notre résilience, notre capacité à tomber de cheval et remonter sur le cheval au petit trot, puis au galop, et puis retomber, et puis remonter en selle. Et ça nécessite en fait de dompter notre cerveau, dompter ce cerveau primitif qui nous fait croire que l'échec, c'est dangereux, que notre survie est en jeu, que l'échec, c'est mal, parce qu'à l'école, on nous a appris qu'il fallait surtout pas avoir des mauvaises notes et échouer aux examens. On est archi conditionné en fait. Donc, ça nécessite de désapprendre. On a appris que l'échec, c'était mal. Maintenant, on est appelé à apprendre que l'échec, c'est bien. Waouh, c'est pas rien en fait. C'est beaucoup. C'est le chemin qu'on a à faire. Donc, par rapport à mes expériences, j'ai appris à apprivoiser, puis même à aimer l'échec, comme à chaque fois une marche vers le succès qui vient après. Et c'est facile de dire après, de se retourner sur le chemin, de voir les 12 années en me disant « Waouh, chaque échec, chaque expérience était nécessaire. » Mais bon, quand j'étais dedans, c'était vraiment ces expériences de deuil, avec... je ne sais pas si tu as entendu parler ou si vous avez tous entendu parler de cette courbe du deuil où il y a le déni et la colère et la peur et la tristesse avant d'arriver à l'acceptation, la quête de sens et puis la nouvelle croissance. Et voilà, et chacune, en fait, avec nos échecs, on est amené à plonger dans cette courbe du deuil avant d'avoir un nouvel espace d'expansion. D'accord, très intéressant. Toi qui es une spécialiste dans la psychologie positive, alors quand on est dans des situations difficiles, hein, souvent on se trouve échoué, abattu, triste, nul. Mais toi, tu dis que même quand on est face à des situations difficiles, on peut quand même se sentir dans la joie. Comment est-ce possible? Alors, on aborde là un de mes sujets de prédilection, la joie et l'expérience de la joie. Alors déjà, je voudrais un petit peu peut-être abaisser le niveau des attentes et ces illusions que si tout allait bien, on devrait être tout le temps en joie et 100% dans le bonheur et ça devient une quête qui n'est pas réaliste en fait, qui n'est pas réaliste par rapport à notre humanité et on oublie qu'on est arrivé sur Terre pas pour vivre 100% du temps de la joie, mais que notre expérience humaine, elle est, j'aime dire, 50-50, 50-50. C'est 50% de joie et 50% de peine, 50% d'enthousiasme et 50% de moments difficiles. Donc déjà, pour abaisser le niveau des attentes et des injonctions et de se dire, ah ben, si je ne suis pas en joie, il y a un truc qui ne va pas bien avec moi. Et en fait, on rajoute comme ça une couche où déjà peut-être on est dans une épreuve, dans quelque chose qui est une déception, dans une frustration. Et puis on va rajouter une couche en disant, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je ne devrais pas être comme ça. Les autres réussissent mieux et puis pas moi, gna gna gna. Il y a de la double peine en fait. Donc déjà, enlever cette couche d'auto-flagellation qu'on est très forte pour se mettre et se dire, bon, je vis une expérience humaine avec des expériences émotionnelles. Ils sont le lot des humains et par moments, il y a des émotions difficiles, douloureuses, indésirables qui me traversent. Maintenant, ceci étant dit, oui, il y a des petits trucs pour expérimenter plus la joie. Parce que une émotion, c'est une énergie qui nous traverse.
Et tout va bien quand elle nous traverse. Là où ça se corse un peu, c'est quand l'émotion, on l'emmagasine en nous. Et je suis en colère et je vais fulminer de colère pendant 3 jours. Je suis triste et je vais m'enfermer dans ma grotte et pleurer pendant 3 jours. Est-ce bien nécessaire? Parfois oui, mais souvent pas en fait. Et c'est dans ces moments où en fait, on résiste quelque part à l'expérience de l'émotion que la richesse, ça va être de la laisser nous traverser et d'aller reconnecter à la joie. Parce que oui, il y a cette possibilité d'aller, comment dire, réveiller la joie. Parce qu'en permanence, en fait, c'est comme si on a une grande maison intérieure avec plein d'habitants en nous. Et les émotions, elles sont toutes là. Et on a une mémoire des émotions, une capacité à réveiller les émotions. Et ça, on l'oublie, en fait. Alors, comment on va faire? Parce que je t'entends, Ting, tu me dois me dire, c'est très bien, là, Valérie, mais ils doivent se dire comment on fait. Alors, justement, dans mon livre « Osons la joie au travail », je parle de 10 attitudes intérieures. Et c'est chouette de se dire que c'est des attitudes intérieures. C'est rien à aller chercher à l'extérieur. Ça commence par l'intention. Poser l'intention, tout simplement. Chaque matin, je pose une intention pour ma journée, qui va être autour peut-être de la joie ou de l'inspiration ou de l'abondance ou de l'ouverture. Voilà. Et on peut intentionnellement poser l'intention de la joie. Et ce qui est fascinant, c'est que notre cerveau, il demande qu'à être à notre service. Et ça nécessite de le guider pour être à notre service. Que si on ne le guide pas, si on le laisse divaguer et faire son foufou tout seul, eh bien, il va aller spontanément du côté obscur, du côté négatif, du côté de ce qui ne va pas. Et il est plein de bonnes intentions. Il veut nous protéger, en fait. Il ne veut pas qu'on prenne trop de risques. Il ne veut pas qu'on soit en déplaisir. Il ne veut pas qu'on fasse trop d'efforts. Donc, ça nécessite d'être intentionnel. Aujourd'hui, je veux chercher la joie. Et quand on donne cette mission, en fait, à notre cerveau, il va se mettre en mouvement pour nous donner des opportunités, des occasions, et qu'on va cultiver avec la présence. Juste la présence. La présence à ce qui est. Parce qu'en fait, même dans les journées les plus pourries, et on en vit des journées pourries, en tout cas moi ça m'arrive, peut-être toi aussi, Ting, peut-être pas toi. Sûrement, comme tout le monde. Comme tout le monde. Même dans les journées les plus pourries, il y a des opportunités de joie qui peuvent être juste une fleur dans le jardin, un rayon de soleil, une gorgée de café. J'allais dire le douillet de la couette. En ce moment, il fait plutôt chaud, on n'a pas trop envie d'une couette au moment où on se parle là. Mais ces étincelles de joie, on peut, par notre simple présence, les cultiver partout et les nourrir avec une autre attitude extraordinaire qui a un pouvoir fabuleux, qui est la gratitude. La gratitude, c'est à la fois une vertu, une qualité, une énergie, une intention, une émotion. Elle a une puissance incroyable, la gratitude, pour amplifier ses émotions, pour se dire « Waouh, c'est juste extraordinaire déjà ». Juste le fait d'être en vie, de se parler là, moi je ressens de la gratitude pour ça, pour ce moment qu'on passe ensemble avec toutes les personnes qui vont nous écouter. Et la gratitude, pour peu qu'intentionnellement on l'active, elle va nous reconnecter à la joie. Des joies toutes simples, hein, qui n'ont pas besoin d'être un truc extraordinaire, d'être dans un restaurant 5 étoiles, au sommet d'une montagne, avec un coucher de soleil sublime. Non, ça peut être dans notre quotidien, tout simplement. D'accord, c'est très intéressant. Tu sais, Anne-Valérie, en tant que maman investisseuse, j'entends souvent dire que moi, j'ai pas le temps parce qu'en semaine, je vais au travail. Le soir, je vais aller chercher les enfants, faire les devoirs, les histoires, les coucher. Le week-end, je vais faire les courses, le repassage. Moi, j'ai absolument pas le temps d'investir dans l'immobilier ou entreprendre. Alors, comment on peut retrouver du temps alors qu'on court tout le temps? Est-ce que tu as des astuces à nous donner? C'est aussi un grand sujet qu'on apporte beaucoup avec mes clientes, que tu entends donc avec les tiennes aussi, cette course au temps. Et c'est vrai ce que tu évoques. C'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, et en plus maman et compagne, épouse et amie et mère et sœur, etc., et fille, waouh, on est archi sollicité. Et en tant qu'entrepreneur, on a en plus tous les imprévus du quotidien, toute l'incertitude, il y a plein de choses qui nous arrivent.
on n'a pas de journée qui se ressemble et ça peut vite devenir une course et avec ce sentiment, qui est un sentiment que j'entends beaucoup chez mes clientes et je vais vraiment vous donner des clés pour débusquer ça, qui est « je suis débordée ». Je l'entends souvent, « je suis débordée ». Et derrière « je suis débordée », il y a cette notion que j'ai pas le temps, j'ai pas assez de temps, j'ai moins de temps et toutes ces affirmations, je vais pas pouvoir m'en sortir, et puis moi, je suis pas organisée, je pourrai jamais y arriver, etc. Ce qui est intéressant, c'est que dans toutes ces phrases qu'on se raconte, il y a cette idée que c'est comme si tout ça, ça venait de l'extérieur, en fait. Comme si ça nous échappait, comme si on était victime de toutes ces circonstances. Et c'est évidemment que on va se sentir débordé quand on a toutes ces histoires qui tournent en toile de fond dans notre cerveau. Et ce que j'observe chez moi, parce que ce sentiment d'être débordé, je suis aussi régulièrement en train de le dompter, c'est qu'il y a autre chose qui se joue. Il y a une chose qui se joue qui est autour d'une injonction de « il faut beaucoup travailler ». Je dois beaucoup travailler. Plus je travaille, plus je produis, plus je suis efficace. Et plus je produis, plus j'ai de l'importance. Et plus j'ai de l'importance, plus j'ai de la valeur. Et plus j'ai de la valeur, plus on va m'aimer. Donc, quelque part, ce sentiment d'être débordé et de devoir faire plus, il nourrit aussi un sentiment d'importance. Et il alimente ce besoin d'être aimé. Et en même temps, on peut voir que être débordé, c'est pas glorieux en fait. Moi, j'ai plus vraiment de fierté à me sentir débordée et à dire, à crier sous tous les temps, ah non, mais je suis débordée, j'ai pas le temps, je peux pas, etc. Il y a une question qui est vraiment puissante et qui, je crois, peut vraiment vous aider, c'est de se demander, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai que je suis débordée? C'est comme si c'était un sentiment. Et en réalité, c'est une pensée. Et c'est intéressant de voir qu'avec 2 personnes, j'accompagne beaucoup de femmes en groupe et c'est vraiment super fascinant de voir ce qui se passe. Avec le même agenda, 2 personnes, il y en a et une qui va peut-être avoir 4 enfants, qui va être maman solo et qui a un certain agenda, une autre qui va être célibataire sans enfants, le même agenda. La maman de 4 enfants solo et qui développe son business et qui génère des clients, etc., elle va peut-être pas se sentir débordée et l'autre, elle va se sentir débordée. C'est assez drôle de voir ça. Et ce qui montre que c'est subjectif, que c'est lié à notre interprétation de nos circonstances et de nos situations. Et c'est pas sans conséquence, parce que quand on se sent débordé, il y a 2 choses qui peuvent se passer. Soit on va procrastiner, être en mode paralysé, oh, j'y arrive plus, et je suis en panique. Et alors peut-être qu'on va faire 1000 petites choses, être dans l'agitation pour se donner l'impression qu'on fait des choses et qu'on est importante, mais on ne produit rien, pas vraiment de la valeur, pas vraiment ce qui va nous servir et servir nos clients. Ou alors, on va essayer de travailler encore plus dur, sous la pression, en sacrifiant tout, en faisant des tas de compromis, y compris des compromis avec nos valeurs et ce qui est important pour nous, etc. Ce qui est vraiment important de voir, là, c'est que ce sentiment que c'est la course et qu'on est débordé et submergé, c'est une pensée, c'est une perception. Et j'aime vraiment ramener, moi, mes clientes à cette idée que vous n'êtes pas victime des circonstances extérieures, en fait. Que vous êtes juste victime de votre cerveau. Et quand on sait qu'on est juste victime de notre cerveau, qui a plein de bonnes intentions, hein, on reprend notre pouvoir et on peut changer les choses. Et qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Il y a différentes formes de pensée, en fait. Il y a des pensées que j'aime appeler les pensées noir ou blanc. C'est tout ou rien. C'est j'y arriverai jamais. Est-ce que c'est vrai que tu n'y arriveras jamais? Est-ce que tu ne peux pas arriver à faire les choses à moitié ou un quart? Je ne peux plus du tout. Est-ce que c'est vrai que tu ne peux plus du tout? Est-ce que tu ne peux pas un petit peu faire juste une chose aujourd'hui? Tu vois, il y a ces pensées extrêmes. Et je suis très adepte de ça, je les connais très, très bien. Donc maintenant, je les vois, mais je le vois beaucoup chez les femmes que j'accompagne. Il y a aussi, et c'est chez beaucoup de femmes, et peut-être aussi chez tes clientes, Ting,
le perfectionnisme. Mm. On va se focaliser sur les détails, on cherche un niveau d'achèvement optimal, on veut que tout soit aux petits oignons. Mais évidemment qu'on n'arrive pas à tout faire rentrer dans notre temps parce qu'on perd un temps incroyable. Et c'est le tonneau des Danaïdes, en fait. C'est sans fin le perfectionnisme. C'est jamais assez bien. On n'atteint jamais notre idéal. Donc, il y a ça. Il y a aussi ce qu'il y a beaucoup chez les femmes, quelque chose autour de fait plaisir. Et donc, on va prendre du travail en plus, on va faire en plus, on va répondre encore plus à des sollicitations. On ne va jamais dire non parce qu'il faut faire plaisir. Et il y a beaucoup de femmes qui ont été éduquées dans ce conditionnement de il faut d'abord se sacrifier et mettre les autres à l'honneur d'abord. Et ça, quand on garde ça dans notre business, évidemment qu'on n'a plus assez de temps parce qu'on est en train de toujours se sacrifier pour les autres. Donc, comment sortir de tout ça? C'est super simple. Ça commence par mettre de la conscience sur nos pensées. Et alors peut-être qu'il y en a qui se disent là, oui, non, mais moi, c'est différent. Moi, vraiment, j'ai 6 enfants. Moi, je suis salariée en même temps, je développe ma boîte et je suis d'accord. Il y a des circonstances particulières qui font qu'on n'a pas toutes le même chemin d'évolution. Mais il y a des femmes qui ont un agenda de ministre et qui s'en sortent super bien et d'autres qui ont un agenda avec une chose par jour et qui se sentent complètement sous l'eau. Ça montre que c'est subjectif. Après, il y a des choses qui vont aider, évidemment. De supprimer les distractions, par exemple. Enlever les notifications, s'imposer d'aller sur son mail que 2 fois par jour. Il y a plein de petits trucs très concrets pour refocaliser notre attention, recanaliser notre énergie. Parce que notre attention et notre énergie, c'est des ressources limitées. Donc, comment est-ce que intentionnellement on veut les dépenser, les allouer? Et ça, on a le choix, en fait. C'est important de mettre de la conscience là-dessus. Un autre truc, c'est vraiment de raisonner en fonction des résultats qu'on va créer. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui contribue aux résultats que je veux créer dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an? Est-ce que la manière dont j'agis aujourd'hui est alignée avec cette femme que je veux être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an? Et ça aide vraiment à voir dans nos actions de chaque jour où est-ce qu'il y a des déperditions incroyables d'énergie, de temps, et où est-ce qu'on peut en récupérer? Parce que je vous assure, il y a toujours des espaces de récupération de temps quand on se recanalise pour être dans des actions massives. Massive, ça ne veut pas dire en mode masculin bulldozer. Massif, ça veut dire massivement aligné vers nos objectifs et laisser de plus en plus les actions passives, qui sont des actions de consommation de contenu et pas de création de valeur. Et dans ce chemin-là, il y a une qualité extraordinaire qu'on cultive, c'est l'intégrité. L'intégrité vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos désirs, vis-à-vis de notre vision, vis-à-vis de nos objectifs. Et plus on va mettre notre attention sur ce qui a de l'importance pour nous, ce qui est aligné avec notre vision, on cultive cette intégrité. Et ça, c'est une superbe qualité qu'on peut développer en tant qu'entrepreneur. Ok, super intéressant. Moi, j'ai retenu 3 mots, dompter, avoir le pouvoir et avoir le choix. Si je résume, on est le maître ou la maîtresse de notre vie. C'est ça? C'est exactement ça. On est le maître ou la maîtresse de notre vie. On est le créateur ou la créatrice de notre vie. Et c'est beau de voir tous les espaces où on laisse notre pouvoir, en fait. On peut reprendre notre pouvoir et décider. C'est intéressant, Tim, tu as vraiment mis l'accent là sur des mots qui sont vraiment des mots précieux pour moi, notamment cette notion de pouvoir et de décider. Et c'est là qu'est finalement notre liberté. Ah, super. Merci beaucoup, Anne-Valérie, pour votre partage. Merci de cette interview. Merci. Avec grand plaisir, Ting. Au revoir. Au revoir. Ok, super. Ça s'est très bien passé. Tu n'as pas toussé? Moi, je n'ai même pas toussé. Alors maintenant, je vais boire un petit coup. Ok, super. Du coup, je pense que je vais faire 2 interviews. Tu vois, la dernière question, je vais la faire à part. Comme ça fait 2 interviews. Voilà. Ouais, est-ce que j'étais assez bavarde? Parce que quand on me lance, j'aime parler, mais comme je savais que tu allais couper, je ne me suis pas trop préoccupée. Et je me suis dit, comme ça, tu aurais de la matière pour garder ce qui va être vraiment le plus utile pour ton audience. Ok, super. Bah, magnifique.
Du coup, oui. Du coup, bah, je vais le partager. Est-ce que tu as des questions? Écoute, non, rien de particulier. Est-ce que tu as besoin d'un point de contact avec moi? Si tu veux, tu voulais dire, je mets le blog, je vais mettre ton livre en montage, ça c'est Ok, sûr. Mais super. est-ce que tu veux que je mette, je sais pas, ton blog, Bah, éventuellement mon site web, tout ton site simplement. web? Très bien. Ouais, Ouais, ok. Mais je vais le mettre dans le dans le descriptif. descriptif, super. Ok, super. Mon mari, il attend pour manger. Ok, Je vais pas je vais laisser. aller manger aussi. Merci Ting, c'était un super bon moment. Je suis ravie Voilà. d'avoir eu cette occasion de te rencontrer. Et il y en Merci aura beaucoup. sûrement d'autres maintenant que le Ok, lien est ça là. marche. Maintenant, on se fait connaissance. Yes. Ok, super. Bah, merci. Bon déjeuner et à Au bientôt. revoir. Au revoir Ting. Au revoir.